On va poursuivre la discussion dans une autre direction, je vous dirais. Vous avez peut-être vu ces débats assez intéressants dans les médias ces derniers mois qui ont fait quand même couler beaucoup d'encre dans certains cas, c'était la question de densité, dans certains cas, c'était la hauteur des bâtiments, le territoire de densification envisagé dans telle ville ou telle autre ville. Je pense à Saint-Lambert, Saint-Bruno-de-Montarville, Pointe-Claire dans l'ouest de Montréal. Il y a eu toutes sortes de visions qui se sont affrontées sur le développement du territoire. Toujours est-il que la vision qui est préconisée par la plupart des planificateurs urbains, c'est évidemment la densification pour éviter l'étalement, pour les changements climatiques qui sont à nos portes. Mais comment bien le faire? Pour qui doit-on le faire? Comment suivre l'évolution aussi démographique pour bien densifier? Ce sont les sujets qu'on va aborder avec nos prochains invités que je vous présente à l'instant. Donc, je vais y aller du bout avec Samuel Descoteaux-Fréchette, urbaniste et chargé de projet à l'ARPAN. L'ARPAN, c'est une jeune firme spécialisée d'urbanisme, notamment dans la densification douce du territoire. Bonjour Samuel. Bonjour. Jean-Marc Fournier, ici au milieu. Bonjour. Je ne le voyais pas avec Massimo. Jean-Marc Fournier est président, directeur général de l'Institut de développement urbain du Québec, qu'on surnomme aussi amicalement l'IDU. Voilà. Merci d'être là. Massimo Iezzoni, directeur général de la Communauté métropolitaine de Montréal, la fameuse CMM. Merci également. Merci. Je vais commencer avec vous d'ailleurs, M. Iezzoni, peut-être nous brosser un peu un portrait de la situation du Grand Montréal. Grand Montréal, quand même, là, on s'entend, c'est 4 millions, ou plus ou moins 4 millions de personnes, la moitié du Québec. On sait qu'on a des défis à géométrie variable là, dans le Grand Montréal. Et du côté de la CMM, bien, vous avez justement des outils intéressants qui ont été développés en ce qui concerne l'habitation, la densité. Et bien, voilà, je vous laisse nous présenter tout ça. Merci. Donc, premièrement, je veux remercier Mme Fournier, M. Boyer de ce merveilleux sommet. Ça nous permet de réfléchir ensemble sur les pistes de solutions sur l'habitation. Et pour la communauté métropolitaine de Montréal, bien, on a beaucoup de pain sur la planche. Et la première publicité que je veux passer, c'est qu'on est en consultation le 7 septembre prochain sur la politique d'habitation qui a été préparée par la Commission de l'habitation, dont M. Doré est vice-président. M. Tremblay, je pense qu'il n'est pas là, notre président, et j'ai vu M. Tabarat de Longueuil, là, qui participe à cette activité, et d'autres collègues de la CMM qui vont entamer une consultation du 7 septembre et qui va mener vers probablement un dépôt de rapport au mois de novembre pour se doter d'une première politique d'habitation métropolitaine qui va nous donner une vision et des axes d'intervention. Dans cette politique, on a un volet qui porte sur la densification, donc le volet 3. Aujourd'hui, je voudrais parler de ça parce qu'on a beaucoup parlé de densification, de freiner l'étalement urbain, et la CMM a compétence en termes de planification du territoire. Elle a un plan métropolitain d'aménagement qui vise les 82 municipalités et qui vise aussi les MRC de son territoire. On a également, et ça c'est peu connu, un règlement qui prévoit la création d'un fonds de logement social où les 82 municipalités financent par leurs 4 parts les programmes comme Accès-Logis, le déficit d'opération des EMH et une participation au programme de supplément au loyer. Donc, c'est assez unique, je dirais, au Canada, que des municipalités financent par des cotes-parts, en plus de ce qu'ils font au niveau local. Et évidemment, le PMAT, c'est un règlement. Donc, c'est un règlement métropolitain. Alors, j'aimerais vous en parler quelques capsules, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je dois dire que mon collègue Cortellino m'a un peu ébranlé au mois de juin, lorsque la SCHL a sorti son fameux rapport en disant qu'au Québec, pour évidemment régler le problème de l'abordabilité, on devait accélérer évidemment la création d'un nouveau logement. Il a parlé de 620 000 logements pour le Québec, mais quand on le traduit pour la CMM, et il faut savoir que la CMM est actuellement en révision de son plan, comme à Québec d'ailleurs, M. le maire. Ça veut dire concrètement que nous, ça nous inquiète parce qu'il faut qu'on regarde si on a assez d'espace, parce que si on veut freiner l'étalement urbain, puis on ne veut pas empiéter dans le territoire agricole ou dans les milieux naturels, il faut s'assurer qu'on a assez d'espace. Alors, on avait une projection de 150 000 ménages d'ici 2031. Si on ajoute la moitié du 610 000, bien, ça nous donne 460 000 nouveaux logements. Le postulat du PMAD, il est simple. On veut créer des milieux de vie durables autour du transport collectif, le fameux Transit Oriented Development. On veut protéger nos milieux naturels et on veut protéger la zone agricole. Donc, depuis le début du PMAD 2012, il n'y a pas eu d'empiètement pour le développement résidentiel dans la zone agricole. Et tout récemment, on a augmenté
notre objectif de 10 au niveau de la protection des milieux naturels. On est passé à 22 on a dépassé donc les 17 de notre PMAD. Donc, on y tient à ce modèle-là. Et en plus, on a le transport collectif qu'on veut relancer parce que ça fait partie du modèle de la CMM. Donc, 460 000 logements, est-ce qu'on peut y arriver avec le PMAD et le modèle d'urbanisation qu'on a prévu? Peut-être regarder un petit peu de démographie. Je ne veux pas oublier ça quand même, c'est le thème. Là. On a 200 000 ménages, c'est beaucoup, là, à faible revenu, là, qui consacrent plus de 30 de leurs revenus pour leur logement. Ce 200 000 ménages-là, il faut le mettre dans le 460 000. Donc, c'est un enjeu très important. Et vous allez voir, j'ai fait des cartes qui montrent les secteurs de la communauté parce que ce n'est pas concentré juste sur l'île de Montréal. La problématique s'applique sur tout le territoire de la CMM. Et quand je parlais de démographie, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, quand on a fait le PMAD en 2011-2012, on voyait déjà les signaux du vieillissement de la population. Et concrètement, on constate aujourd'hui que les ménages surreptissent. 66 des ménages, c'est 2 personnes ou moins. Et le vieillissement, pour la portion d'avenir 2041, bien, 65 de la croissance, c'est les 75 ans et plus. Donc, on a une population qui vieillit, ça fait diminuer la taille des ménages, donc ça nous donne une opportunité de peut-être continuer notre modèle de densification que nous avons adopté à la CMM en 2012. Regardons quelques données, et ça, c'est très important. Vous voyez très bien l'effet de 2002, mais surtout l'effet 2012-2022, l'effet PMAD. Alors, on est passé avec une typologie de logements construits d'appartements et regardez la chute des nouvelles mises en chantier au niveau de la maison individuelle à 6,6 et évidemment, les maisons arrangées qui se comportent bien. Vous me dites ça, c'est global. C'est important qu'on le regarde dans chaque secteur. On voit que dans les couronnes, parce qu'il y a eu le grand débat avant la création de la CMM, l'étalement urbain se faisait à l'intérieur de ce territoire-là. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les 82 villes contribuent à ce même objectif et on voit les données, ça baisse partout de façon quand même assez significative dans les couronnes. Je voulais vous montrer ça parce qu'on a beaucoup comparé Montréal, Toronto et Vancouver dans des données qu'Radio-Canada avait publiées il y a quelques mois, je me souviens plus, un petit bout de temps, et ça m'avait toujours écouté, je dis que ça ne marche pas son histoire, donc ce n'est pas peut-être les mêmes données de référence, c'est la RMS, c'est la CMM, peu importe, mais on disait toujours le missing middle. Toronto est très préoccupé par ça. Évidemment, Toronto n'a pas cette densité moyenne que nous avons dans les régions métropolitaines. Et si vous regardez la pointe de tarte, bien, on s'aperçoit qu'on a une densité moyenne. Le 4 étages et moins avec le jumelé, bien, ça nous donne un 60 Et quand vous regardez la carte, on a montré la densité en faisant un petit clin d'œil à Longueuil, Montréal et Laval, on voit bien que la densité moyenne se retrouve partout sur le territoire. Et les pointes qu'on voit, évidemment, c'est comme le centre-ville ou dans certaines aires TOD. Et essentiellement, la communauté métropolitaine a une densification équilibrée. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour regarder le futur. Et quand on regarde le futur, et ça, c'était la question qu'on a résolue au bureau, parce que les maires m'auraient appelé en disant, « Bien, écoute, on a-tu de l'espace? » Je regarde le maire de Terrebonne qui n'en manque pas quand même. Est-ce qu'on a de l'espace suffisant pour répondre à la demande? Alors, la réponse, c'est oui. Mais maintenant, on travaille davantage sur les stationnements des centres commerciaux. On pense aux centres commerciaux de première génération. On veut rentabiliser nos stationnements incitatifs des gares de train, des autres stations qu'on a sur le territoire. On veut également prendre nos espaces vacants de développement résidentiel, donc nos espaces blancs, il y en a 139 000, vous voyez la nomenclature. Et un clin d'œil pour mon collègue d'Arpan, on a 523 000 bungalows dans la région métropolitaine qui pourraient peut-être être redéveloppés avec des unités d'habitation accessoires. Alors la question, je sais qu'André de Vivre en Ville fait toujours ça, la question, combien pensez-vous que de 2010 à 2020, nous avons construit d'unités d'habitation accessoires dans la CMM? Est-ce que Mme Fournier se risque? Est-ce qu'il y en a quelqu'un? On donne un prix à la fin, évidemment. Là. Bon, alors, je tourne la page. Il y a eu 9 500 logements seulement qui se sont construits dans la CMM sur, justement, des unités d'habitation accessoires. Alors, ce n'est pas beaucoup. Je pense qu'il y a un potentiel là. Et toute l'explication que je vous ai donnée, et ça se termine par cette diapo-là,
On réfléchit maintenant dans le PMAT 2, est-ce qu'on doit modifier nos seuils de densité? Sont-ils suffisants ou pas? Quand on regarde les espaces, on les a calculés avec la densité observée. Donc, on pourrait ne pas les modifier. On répondrait à la capacité que nous avons vue tout à l'heure de 460 000. Mais on pourrait également fixer des cibles de logement social pour répondre à l'objectif de mixité sociale qu'on le recherche, par exemple, dans nos aires-TOD. Et je regardais récemment les orientations gouvernementales pour la CMM. On nous demande de regarder maintenant le logement social et comment l'intégrer dans la planification de l'aménagement du territoire. Et je vous rappelle que la PNAT également nous demande maintenant d'avoir des milieux de vie durables qui sont mixtes et qui, évidemment, favorisent le transport collectif et actif. Et on a donc une communauté de pensée avec le gouvernement, la CMM et les villes pour réviser le plan qui va devenir un règlement et qui pourrait également accompagner les villes en fixant des cibles de logement social en plus des cibles de densité. Alors, je vous remercie pour cette écoute active. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Yazzoni. Par rapport aux données que vous venez de nous présenter, je serais curieux de vous entendre, parce que depuis ce matin, on parle du besoin de construire. On doit construire plus, on doit donner plus d'offres. On parle de logement abordable, de logement social. On a utilisé l'expression logement public aussi. Mais on construit pour qui ces prochaines années? Quand on regarde les données sociodémographiques, on sait qu'il y a un vieillissement de la population. On sait que les ménages solos, donc une personne, sont de plus en plus fréquents. Donc, ce qu'on doit construire, les 400 quelques unités que vous dites d'ici 2030 manquantes, là, dans 460 000. 460, pardon. On construit pour qui ou quel type de logement quand on regarde les données sociodémographiques? Plus petit. Donc, ça veut dire, vous avez vu les données, la progression, beaucoup plus d'appartements. Ça veut dire quoi? Quand on regarde nos données, on a beaucoup de 4 et moins, mais on a aussi entre 4 et 8. Maintenant, il faut que ça s'insère dans le milieu où il va se qualifier. Et dans le PMAD, on a une modulation par territoire. Donc, on fixe la cible, mais ils peuvent moduler la densité et donc ajuster le type de typologie selon la MRC. Donc, on a cette discrétion qui est laissée au MRC, mais ils doivent répondre aux cibles en fonction, évidemment, de leurs particularités. M. Fournier, j'imagine que vous aussi, ces données-là, vous les suivez de très près parce qu'avec les membres que vous représentez, on le rappelle, là, donc on a des promoteurs avec vous, on a des développeurs, on a des fonds d'investissement et autres. J'imagine que ce sont des données et c'est ce que vous voyez. Là, on s'en va dans une tendance vers plus petit parce que, justement, on a un vieillissement des ménages solos, des étudiants, on a beaucoup parlé ces derniers temps, des étudiants qui ne trouvent même plus de logement jusqu'au point où on doit abandonner des études. Donc, c'est la réalité, c'est ce que vous voyez, c'est vers ça que vous en allez? C'est sûr que le marché amène à faire ça, mais de façon générale, c'est assez simple. Et si on veut qu'il y ait aussi des familles, il faut aussi prévoir ça. Alors, donc, il y a toute la conception urbaine qui doit être faite en fonction d'attirer même les familles dans ces endroits-là. Donc, ça prend une différente typologie, d'une part, et il n'y a pas de modèle unique, que ce soit le modèle de l'accessoire. Encore une fois, c'est une des choses, c'est possible. Il peut y avoir du 6, du 12, du 15, du 20 étages, dépendamment du milieu où on est. Donc, l'idée étant d'avoir une densité adaptée à chacun des milieux. Et c'est l'effort qui doit être fait, c'est en fonction... Simon en a parlé, tout le monde en a parlé aujourd'hui de la SCHL, je vais en parler moi aussi. Je veux dire, l'effort est considérable. Alors, c'est beau se demander quel type. Là, il faut commencer par se dire, on commence quand? On commence quand? Et on commence, vous le disiez, par les... Oui, vous alliez ajouter? Bien, c'est important de comprendre que le stock d'unifamilial qu'on a vu va répondre à la demande. Donc, ça va se libérer quand on regarde le profil. Donc, il va y avoir de la place pour les familles dans le stock actuel. Parce qu'il faut le dire, je voyais la courbe des maisons unifamiliales et jumelées qui, on l'a vu pendant la pandémie, se vendent à des prix avec des 14 offres d'achat puis des surenchères et autres. Donc, il y a encore une très forte demande, chez notamment les jeunes familles, auprès de ce type d'habitation. Et on sait que des jeunes familles, par exemple, qui voudraient, dans la période de crise, ça serait difficile pour eux d'avoir un tel unifamilial. Peut-être qu'une unité d'habitation accessoire pourrait aider avec un revenu d'appoint dans ce sens-là. Vous allez dire, M. Fournier? Vas-y. Vous avez terminé, c'est parce que je voyais Jean-Marc de l'autre côté qui... Je vais prendre mon temps.
Je vais prendre mon ton micro. Vous parliez des centres commerciaux aussi, M. Yediani. Oui. Parce qu'en ce moment, on a vu il y a beaucoup de projets dans la première couronne de Montréal. Je pense au Mail-Champlain, je pense à Pointe-Claire, où justement, on vise particulièrement ces milieux-là. Donc, première couronne, entre autres, pour densifier. Oui. Alors, nous, on a évidemment une étude sur l'état des centres commerciaux et un sondage a été réalisé auprès de tous les promoteurs et propriétaires. Ils sont maintenant prêts à recevoir des logements parce qu'évidemment, ça se transforme, ces centres-là. Les stationnements peuvent être une belle opportunité. Ça peut créer des milieux de vie avec des services de proximité, tellement important quand on est en banlieue. Si on offre un service de transport collectif, on peut peut-être diminuer l'usage de l'automobile. Alors, écoutez, on commence à parler de quelque chose d'un modèle de milieu de vie durable, là. Alors, pour nous, c'est très important, c'est une cible et on sait qu'il y a un momentum pour le réaliser. Samuel? Je pense aussi ces milieux-là, c'est souvent quand on pense un peu les strips commerciales ou les centres d'achat qui sont un peu à l'abandon, c'est souvent les erreurs d'hier qui étaient des modèles un peu innovants des années 60, qui aujourd'hui représentent autant de potentiel parce que physiquement sont au centre de nos communautés, mais aussi en termes de symboles. Les gens se réfèrent à ces endroits-là comme étant le centre de la communauté, mais avec une fierté mêlée amour-haine. Ah, c'est un vieil endroit, mais en même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas le transformer en quelque chose de plus dense? Puis je suis content d'entendre que justement, il y a des préoccupations dans la CMM par rapport à même l'abordabilité de ces endroits-là. Pas juste une densité, mais de mêler aussi l'abordabilité perpétuelle, notamment. Voilà. Bon, mais M. Fournier, oui, vous alliez dire? Je ne voulais pas qu'on oublie que c'est important aussi qu'on s'occupe des ménages à faible revenu, puis qu'on puisse les mettre dans des milieux mixtes. C'est un peu le fondement, nous, de notre volonté, notre pari, d'avoir des quartiers dans les aires TOD mixtes, donc intégrés avec différents types de ménages. C'est important de ne pas les laisser pour compte. Il faut les intégrer. Et l'objectif d'avoir des sites de logement social, ça va permettre une réflexion pour voir comment on peut les regrouper maintenant. Et je répétais tantôt, c'est pas juste à Montréal. C'est sur la couronne nord, c'est sur la couronne sud de Montréal, c'est sur Laval, c'est à Montréal aussi. Et c'est un mouvement collectif et le plan métropolitain, ce règlement-là, ça permet d'unir une collectivité d'élus vers un objectif commun et de chiffrer les cibles, chiffrer et voir la progression et faire les ajustements. C'est ce qui nous a permis d'atteindre une densité en 9 ans, cette densité-là que vous voyez, au lieu de 20 ans. La communauté métropolitaine a atteint ses cibles en 9 ans de densité. Donc, on est en avance sur notre temps. Et la révision, si on fait des ajustements, on peut penser qu'avec des cibles de logement social, on va pouvoir en même temps servir cette clientèle-là au sein des milieux mixtes qu'on veut créer dans nos aires TOD. Fort intéressant. Alors, M. Fournier, c'est à vous. On vous laisse votre temps pour nous présenter. Merci beaucoup, Marc-André. Merci. Bonjour à tous. Alors, une fois que je vous remercie de l'invitation, je sais que le temps est compté, alors je vais aller rapidement à la présentation. Essentiellement, beaucoup des éléments que je vais dire sont des choses qui ont déjà été dites ce matin, donc ce qui démontre une certaine cohésion de la pensée entre les partenaires promoteurs, développeurs et les décideurs publics. Il y a aussi certains éléments qui sont un peu discordants et merci de m'inviter à pouvoir les exprimer. Essentiellement, réalité locale, responsabilité nationale, c'est une façon de résumer ce qui a d'ailleurs déjà été dit ce matin sur l'habitation. C'est évident que la préoccupation quotidienne des citoyens, quand on parle de la CHL, merci d'offrir ce dénominateur commun avec lequel parler, 600 000 unités, dans le fond, c'est doubler la production. Je fais juste un bémol. Tantôt, quelqu'un disait que c'était faisable. Ça est l'objectif et il faut l'atteindre. Mais doubler la production, j'en parlais rapidement tantôt, il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre dans la construction, qui est un élément qu'il faudra aussi considérer, dont on n'a pas parlé. Mais clairement, si on est à ce niveau-là, si on n'est pas capable, même humainement, avec la force de construction, de répondre aux besoins, ça démontre qu'il y a des gens qui vivent des problèmes, qui vivent des difficultés, et c'est au niveau local qu'on sent cette pression-là. Plusieurs maires en ont parlé ce matin. Donc, ça crée une pression politique locale et les moyens locaux, parce qu'on va en parler, les moyens locaux pour y répondre évidemment à des règlements favorisant la densité, une administration qui serait simplifiée pour favoriser plus rapidement les développements à prendre place
Et le financement, je précise à effet neutre, parce que s'il n'est pas à effet neutre, bien, il va nous éloigner de l'abordabilité plutôt que de nous en approcher. Alors, il y a une pression locale, mais la responsabilité, elle est nationale. Il faut vraiment le dire. Ça a été dit plusieurs fois, et je le dis, je prends 30 secondes pour dire que je ne suis pas gêné de le dire. J'ai été ministre des Affaires municipales et je n'ai pas fait le lien, on ne fait pas le lien, je savais bien qu'il y avait un lien, mais on n'a pas été capable de jumeler la pression locale avec la responsabilité nationale. En politique, la pression a un effet sur le rôle du responsable. Si elle est plus locale, bien, le responsable national va peut-être y mettre moins d'efforts. Et je veux quand même profiter d'aujourd'hui pour dire que autant le monde municipal, les gens du communautaire, les gens du privé, on est unis derrière ce phénomène-là où il faut dire aux responsables nationaux, cette priorité locale doit devenir une priorité nationale. Et donc, pourquoi? Bien, parce qu'eux, ils sont responsables de la santé, qui est un ascenseur social, l'habitation. Il y a plusieurs gouvernements qui sont impliqués dans les programmes. Ils sont, on l'a dit déjà plus tôt, mal arrimés, ils ne sont pas adaptés et évidemment, le financement est inadapté, insuffisant et inadéquat. Alors, il faut donc prendre un nouveau départ avec des normes nationales cohérentes, puisque en ce moment, c'est fait, chacun fait ses décisions sans s'en parler, c'est mal arrimé. Donc, plutôt que d'avoir une approche en silo, il y aurait lieu de créer une table unique provinciale, fédérale, auquel on doit associer, évidemment, les représentants municipaux. Je parle ici de manière à ce que les programmes nationaux soient adaptés aux réalités locales. Il faut donc qu'avec le monde municipal, on puisse développer les nouvelles normes qui seraient alors cohérentes. Un financement national, j'insiste, national, adapté, suffisant, adéquat. Adapté, ça a été dit par certains maires ce matin, les programmes aujourd'hui ne tiennent pas compte des différentes réalités foncières. À partir de ce moment-là, on en adopte un, il ne marche pas partout. Ça crée des problèmes, on n'est pas content. Pourquoi ne pas réussir du premier coup en se disant on va avoir un financement qui va considérer les différentes réalités foncières? Suffisant pour répondre aux cibles nationales et locales identifiées annuellement avec reddition de compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des cibles nationales avec une reddition de compte nationale qui se déclinent par des cibles municipales, locales, au niveau de l'arrondissement, avec reddition de compte. Et on pourra peut-être à ce moment-là trouver là où ça marche pas, et faire des adaptations dans les programmes qui seraient peut-être mésadaptés. Mais surtout, si on fait des cibles, on va être obligé de faire le financement en conséquence. Et en ce moment, ce n'est pas ce que nous avons. Et adéquat, parce qu'il faut trouver un financement, c'est pour ça qu'on propose qu'il soit national, qui ne repose pas sur un impôt foncier, qu'elle soit redevance ou autrement appelé, qui finalement fait lever le prix et nous éloigne de l'abordabilité. Une approche locale facilitante, bien évidemment, si le gouvernement du Québec, appuyé par Ottawa, faisait sa part dans ce nouveau contrat de favoriser des normes qui soient cohérentes avec un financement qui soit suffisant, bien, du côté local, évidemment, il va falloir aussi être facilitant. Il faut aujourd'hui se dire, parce que les villes le disent depuis longtemps, puis le sommet est à cet effet-là, le sommet est pour dire il faut augmenter l'offre. Et s'il faut augmenter l'offre, il va falloir s'assurer que les permis soient délivrés. Il va falloir s'assurer que les règles permettent d'aller rapidement. Donc, il doit y avoir des mesures favorisant la densité heureuse, une souplesse réglementaire, une simplification administrative et, le cas échéant, s'il doit y avoir un financement qui s'ajoute, il devrait être à effet neutre. Quelques pistes. D'abord, la réglementation municipale, et je le dis, ça peut surprendre parce que je suis ici un peu le représentant de ce qu'on appelle le privé. Je trouve qu'on parle beaucoup de l'habitation sans tenir compte de la crise climatique. Et ça m'étonne un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, il est difficile d'imaginer la solution comme ça a été fait avec Corvée Habitation en 1980. On était loin à l'époque d'une crise climatique. Aujourd'hui, elle est incontournable. On n'a qu'à regarder les nouvelles à tous les jours. Alors donc, il ne faut pas juste se demander combien on fait d'unités, il faut se demander où on les fait et qu'est-ce qu'on retrouve autour. À cet égard, j'ai trouvé que la participation de l'ancienne vice-maire de Vienne était excessivement pertinente. Donc, il faut que la réglementation permette
des quartiers de proximité qui réduisent les besoins de déplacement. Il faut qu'il y ait moins de faible densité et qu'on aille vers plus de densité, des zones favorables à la mixité des usages, à la densité, évidemment, c'est ça, les quartiers de proximité, des règles permettant de faire prévaloir l'intérêt commun sur les intérêts particuliers des voisins. On ne l'a pas nommé jusqu'ici, mais il va bien falloir le nommer à un moment donné. Il y a du pas dans ma cour. Si je fais juste donner un exemple, on parlait des centres d'achat, là, à Pointe-Claire, là, y a-t-il un meilleur exemple? Je vous laisse décider, mais clairement, il y a une problématique. Alors, il va bien falloir que quelqu'un s'y intéresse à un moment donné. Et prise en compte des coûts dans l'ensemble des décisions municipales qui sont prises. Je vais en dire un mot tantôt sur certains aspects, parce que Maître le Chasseur a touché quelque chose tantôt, mais il me semble que le monde municipal doit se demander, nous avons besoin, et je pense qu'on doit être partenaire. Pour qu'on soit dans un partenariat, il faut s'assurer que les deux, on se comprenne. Et je crois que le privé veut répondre aux défis que vous avez. Il faut aussi considérer quels sont les effets pour le privé de cette réponse-là. Donc, des objectifs d'amélioration de la performance, des chargés de projet responsables de la coordination. Je tiens à le dire, surtout que M. Doré est là, l'IDU participe avec la Ville de Montréal à une cellule facilitatrice dont on espère qu'au mois de septembre, elle sera lancée. Et je pense que c'est une piste excessivement intéressante. Je sais que dans d'autres villes, ça existe, mais il faut qu'il y ait un accompagnement pour essayer de sortir du dédale administratif. Des cibles annuelles de densification, de croissance de l'offre pour chacune des catégories de logements. Je m'excuse d'aller vite, mais je veux m'assurer qu'on complète. Donc, quelques pistes en termes de financement, de fiscalité incontournables. Je le disais tantôt, ça prend un financement national. Voici comment nous, on l'appelle. On appelle ça un programme de transfert municipal avec un volet d'habitation inclusive, un volet de transport durable, un volet de requalification foncière, décontamination, protection du patrimoine, d'aménagement urbain, autant les services d'eau ou même de mobilité durable. Il ne faut pas se cacher, il existe des programmes de transferts sociaux dans le domaine de la santé entre Ottawa et Québec. En attendant qu'il y ait un nouveau pacte fiscal qui va prendre bien du temps, il faudrait que dès le prochain budget provincial, il y ait un programme de transfert municipal qui adresse ces volets-là, qui va nous permettre de répondre aux besoins en termes d'unités de logement dans un contexte de crise climatique et de pouvoir trouver les bons modèles adaptés de densité aux bons endroits avec la mobilité durable, transport piéton, cycliste et le transport collectif. La révision des crédits, évidemment, pour les immeubles parce qu'ils ne correspondent plus à la réalité. La mise en œuvre de fonds pour l'achat d'une propriété, des nouvelles approches. On a parlé d'utilité sociale, le temps va me manquer. Pour les villes, l'instauration d'un taux de taxe foncière plus bas pour le multirésidentiel, ce qui n'est pas le cas présentement. Les limitations des recours aux redevances qui ont un effet à augmenter les coûts. Alors, je m'arrête un peu à penser à Maître le Chasseur, puis pour essayer d'établir une relation entre nous. Le droit de préemption a l'air d'être extraordinaire. Je veux juste vous dire que pour vos partenaires qui veulent investir, dès qu'un terrain est grevé, c'est une perte financière, même si c'est rien passé. Surtout que vous pouvez grever des parties de l'eau. Et à partir de ce moment-là, les projets ne peuvent plus se faire. Je ne dis pas que le droit de préemption est mauvais, absolument pas. Le droit de préemption est un outil que vous pouvez avoir en vos mains. Mais n'oubliez pas que si vous grevez plus que votre capacité de le réaliser, parce que vous n'auriez pas les moyens, on a juste fait connaître une baisse à notre patrimoine. Alors, je ne dis pas de ne pas le faire. Peut-être qu'il faut se poser la question jusqu'où on doit grever des territoires qui vont à ce moment-là geler la possibilité de les développer. Et je sais bien que vous allez me dire, oui, mais on paye la valeur de celui qui va l'acheter, mais dès le moment où il est grevé, il y a une perte d'intérêt. Et surtout, si vous avez une partie de l'eau seulement sur laquelle vous grevez, vous ne pouvez plus avoir un développement plus complet. Alors, on peut encore continuer cette conversation-là. Sur l'expropriation, je sais bien que dans le monde municipal, c'est rendu la panacée de dire on n'a rien qu'à payer moins cher. Peut-être qu'à un moment donné, les gens vont aller dans d'autres juridictions où les règles sont différentes. En fait, sont celles d'aujourd'hui, mais si on les change, ça va peut-être être plus intéressant ailleurs. Un nouveau partenariat, donc, changer les pratiques en commençant par travailler ensemble, développer des programmes de logements sociaux abordables et d'accès à la propriété arrimés
un financement adapté, agir sur la pénurie de main-d'œuvre pour qu'on puisse construire. Les contributions locales, vous les avez vues tantôt, j'ai fait le tour et mon temps est écoulé. Je veux simplement dire ceci. Une des façons d'y arriver, si c'est un financement national, ça prend aussi une volonté locale. Et une volonté locale, c'est de vous demander de ne pas perdre les opportunités qui sont devant vous. Lorsque des opportunités, puisqu'il faut en faire tant, demandez-vous jusqu'où je peux aller pour augmenter le nombre d'unités à cet endroit. C'est ça la question. Ça ne veut pas dire que c'est toujours un plus grand nombre à un endroit ou à un autre. Chacun est adapté. Mais je pense que si on veut que les bottines suivent les babines, bien, il faut s'assurer de répondre à la question devant un tel besoin d'unité, combien puis-je en faire au maximum ici? Je vous laisse avec l'extrait du dernier rapport de l'ONU qui, dans le fond, parle de l'importance d'avoir de la densité, des quartiers de mixité sociale et de mixité fonctionnelle. Puis si on commence aujourd'hui, on peut se donner moins de 100 ans, mais peut-être que dans 20, 30 ans, on sera sur le chemin de Vienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fournier. Je vois un beau débat qui se dessinerait pour une édition 2 là, du Sommet de l'habitation sur le droit de péremption. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Ça pourrait susciter. Si vous l'envoyez, d'ailleurs, vous pouvez en profiter avec Slido, si vous l'envoyez des réactions. Je vais peut-être m'inscrire à la présentation de Maître Le Chasseur. Là. C'est peut-être pas. On fait des liens aujourd'hui ici. Vous avez tellement soulevé de points dans votre présentation, je ne sais pas par où commencer. Vous avez parlé, entre autres, de normes nationales cohérentes. Et j'aurais le goût de rebondir vers Massimo dans la mesure où, bon, vous nous avez présenté le PMAD, vous avez dit on a réussi en 9 ans ce qu'on devait faire, puis on a tel objectif. Puis vous avez effectivement votre territoire à vous, ce PMAD. Par contre, la journée où, lorsqu'on met le pied dehors de la CMM, on tombe en 3e, 4e couronne de Montréal. Et là, on ne joue plus du tout avec les mêmes règles du jeu. Je serais curieux de vous entendre là-dessus, sur cette idée de cohérence nationale. Alors, premièrement, c'est essentiel. Je pense qu'on n'a pas de micro pour monsieur. Vous entendez bien? Oui, ça va dessus. Super, merci. Oui, bon. Alors, la cohérence. Alors, le premier point, c'est que les plans métropolitains n'ont pas les mêmes objets que les schémas d'aménagement. On parle de densité. La CMM ou les communautés peuvent fixer les seuils de densité, les chiffrer, les moduler. Actuellement, dans le pourtour de la CMM, nous avons plaidé depuis des années pour avoir des règles communes. Et les municipalités de la CMM qui sont en couronne, il y en a beaucoup qui sont de la même taille que ceux qui sont dans le pourtour. Donc, il n'y a pas de raison, si on avait des règles communes, qu'ils aient les mêmes seuils que nous avons. Donc, nous plaidons, pour des règles communes qui sont cohérentes avec les objectifs de résoudre la crise climatique, de résoudre la crise de l'habitation et de favoriser une offre de transport collectif et actif. Donc, c'est possible. Moi, je suis encouragé parce que la politique nationale nous a laissé avec une vision et un plan d'action. Et un des objectifs de ce plan d'action-là, c'est qu'il y a un cadre d'aménagement cohérent pour l'ensemble du Québec. Et moi, je prétends modestement, avec le conseil de la CMM, que les petites idées qui sont dans le PMAD sont applicables ailleurs, à leur échelle, et ça permettrait d'accélérer des milieux de vie durables partout, selon les caractéristiques du milieu. Donc, pour moi, c'est essentiel qu'il y ait des normes cohérentes. Mais le gouvernement du Québec nous a donné des normes dans les orientations gouvernementales que nous reproduisons dans notre planification, tant à l'échelle métropolitaine, régionale et locale. Donc, c'est possible, quelques ajustements du gouvernement, puis je pense qu'on va se retrouver avec un terrain, avec des valeurs communes et des normes communes. M. Fournier? Oui, j'abordais surtout la question des programmations de logement social / abordable, peu importe ce que ça veut dire. Et dans ces programmes-là, différents de ceux d'occupation du territoire, Ottawa adopte les siens, Québec adopte les siens, Montréal a adopté sa réglementation. D'ailleurs, Montréal est accroché un peu à l'Axélogie. L'Axélogie s'est rendu où? Alors, il y a un besoin de réfléchir, de prendre un nouveau départ, comme je dis, fédéral, provincial, avec le monde municipal, pour se comprendre sur qu'est-ce qu'on vise, quelles sont les normes à atteindre. Est-ce qu'on peut avoir toutes les mêmes normes? Est-ce qu'on peut s'entendre sur les définitions? Puis après ça, quelle est les cibles, quel est le financement? Si on faisait ça,
je pense qu'on a la moitié du chemin de fait. C'est déjà un bon bout. Samuel, vous voulez réagir? Ouais? Oui, en fait, dans la présentation, il y a été question de l'administration puis des règlements municipaux. En tant qu'urbaniste, c'est un peu la poutine qui m'intéresse. Puis, effectivement, ça devient très compliqué pour des promoteurs immobiliers parfois de naviguer là-dedans, notamment qu'on a des processus qui sont normatifs, mais aussi discrétionnaires, où là, on a des CCU qui sont impliqués. Moi, ça m'intéresse beaucoup cette question-là parce que c'est encore plus difficile pour les promoteurs immobiliers solidaires, ceux qui développent le logement abordable au BNL, coopératif, communautaire. C'est encore plus difficile de devoir jongler entre une réglementation municipale normative, discrétionnaire et les programmes d'habitation qui, souvent, on se rend compte à la fin du processus, tu as la réponse du CCU, puis finalement, tu as la SHQ qui dit ben c'est trop tard. Donc, j'invite vraiment les villes à réfléchir à ça. Évidemment, la réglementation, elle est là pour une raison, mais de s'assurer aussi que les processus puissent peut-être accélérer un peu le traitement, notamment pour les promoteurs immobiliers solidaires. Ben oui, effectivement, on a vu Adam Mongrain ce matin, qui était de Vivre en Ville, qui nous parlait de son document qui vient tout juste de sortir. Et une des orientations qui est suggérée, c'est qu'on ait peut-être une accélération des processus bureaucratiques dans les municipalités pour certains types de projets où justement il y a une forte demande, que ce soit du social ou, comme vous dites, du solidaire, là. Effectivement. Et Marc-André, honnêtement, c'est très faisable parce que ça rentre dans la cour du monde municipal qui tient un sommet puis qui dit comment on va réussir à en faire plus. Alors, ils peuvent, juste l'idée du chargé de projet municipal qui permet d'aider de passer d'un à l'autre, d'avoir une étude simultanée quand c'est possible, plutôt que l'étape 1 ici, puis quand c'est fini, je commence l'étape 2. Donc, ce processus-là, très long, a un coût à la fin. Puis aujourd'hui, avec les coûts de construction, là, toutes ces petites économies-là sont importantes. Effectivement. D'ailleurs, donc on a pris note, un chargé de projet spécialisé dans les municipalités. Samuel, je vais vous inviter à aller nous présenter votre version à vous de la densification douce. On va parler d'unités d'habitation accessoires. Je sais qu'il y a différents noms. Je ne sais pas si c'est celui que vous allez utiliser. Ça va être le bon, effectivement. Oui. UHA. Donc, je vous invite à regarder. C'est fort intéressant. Il y a un très grand potentiel, comme le disait Massimo, pour le Grand Montréal. Bonjour tout le monde. Donc, Samuel Descoteaux-Fréchette, je suis urbaniste et chargé de projet à l'Arpan. L'Arpan, c'est une firme d'urbanisme à but non lucratif. On accompagne des municipalités, MRC, promoteurs immobiliers pour des projets de planification, réglementation, projets immobiliers, participation citoyenne. On s'est beaucoup intéressé dans les dernières années aux unités d'habitation accessoires, les UHA, mais également à l'abordabilité résidentielle. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour en parler, mélanger les deux thématiques. Donc, on a vu aujourd'hui une myriade de solutions par rapport à l'abordabilité résidentielle. Il y a celle qui est très traditionnelle, qui est d'augmenter l'offre. On la connaît bien, donc plus de construction de logements privés. Il faut le dire, quand il n'y a pas de mécanisme pour protéger cette abordabilité-là, elle est spéculative et soumise aux aléas du marché. Donc, ce n'est pas un secret. Et de l'autre côté du spectre des solutions, il y a les modèles non spéculatifs et perpétuellement abordables comme le logement social, communautaire, coopératif et les propriétés à capitalisation partagée, dont on a aujourd'hui une panéliste qui va en parler. Entre les deux, on a les UHA. Avant que je vous explique pourquoi, je vais vous un peu aborder le côté théorique. Une UHA, c'est un deuxième logement qu'on vient construire sur un lot qui est déjà construit. Donc, on peut penser à ces quartiers de bungalows dans la CMM où on pourrait acheter un deuxième logement. On a près d'1 demi-million de ce type de logement-là. Donc, évidemment, on pourrait imaginer qu'il y a une grande partie du développement qui pourrait être canalisée vers ce type de logement-là. On peut penser à des semi-sous-sols, des garages qui seraient transformés en logements, autrement à l'ajout d'un logement en annexe au bâtiment principal ou même un pavillon de jardin. Donc, l'UHA, il faut le dire, c'est une unité qui est également privée et spéculative et soumise aux aléas du marché, étant donné que c'est souvent loué par le propriétaire du bâtiment principal. Cependant, elles sont généralement moins chères que le marché en raison de leur taille, de leur aspect atypique, mais aussi, et c'est là l'important, en raison de l'abordabilité volontaire, puisque le tiers, selon des études, le tiers des unités d'habitation accessoires seraient louées à des membres de la famille à des prix beaucoup plus bas, ou même qu'on estime que 10 à 20 d'entre elles seraient louées gratuitement. Donc, on voit vraiment que l'intérêt de l'UHA pour l'abordabilité, c'est dans cette abordabilité volontaire-là. Donc, généralement moins cher, mais il y a plusieurs autres types d'avantages. Le premier, c'est la densification douce du territoire. Donc, les UHA permettent d'augmenter la densité d'un territoire sans nécessairement perturber l'ambiance ou l'atmosphère générale d'un quartier suburbain de faible densité. On parle aussi de diversification des types de logements. Donc, dans un quartier où on a uniquement des bungalows, de pouvoir acheter des petits logements adaptés, accessibles universellement pour des étudiants, des personnes aînées ou des travailleurs saisonniers, c'est très intéressant.
On parle aussi de possibilités d'entraide et d'arrangement intergénérationnel entre le locataire et le propriétaire du bâtiment principal. Et il faut mentionner que c'est une forme d'abordabilité puisque cette entraide-là et ces arrangements-là ont une valeur qui est souvent gratuite quand on parle du achat du bâtiment principal. On parle de diversification des types de revenus pour les propriétaires qui louent l'UHA, mais aussi, de plus en plus, on parle des UHA comme entrant dans une méthode de financement. De plus en plus de ménages vont financer leur hypothèque en achetant une maison en sachant qu'elles pourront construire une unité d'habitation accessoire par la suite. Pour les municipalités, un des gros avantages, c'est d'optimiser les infrastructures qu'elles ont déjà, routes, aqueducs, égouts, parcs, sans avoir à s'étaler. Donc, on construit des logements dans des quartiers qui sont déjà existants. Et, très important, les UHA, quand elles sont formalisées, il y a une augmentation de la valeur foncière du terrain, donc une augmentation des recettes fiscales. Jusqu'à ce qu'on ait enfin cette révolution de la fiscalité municipale, ça reste quand même un élément qui est intéressant. Et un petit clin d'œil, un des premiers mandats qu'on a eu à l'ARPAN, c'était justement une estimation des retombées fiscales annuelles à Laval pour différents secteurs. Donc, il y avait tout à fait un engouement à l'époque pour ça, puis on nous en parle depuis à d'autres municipalités. Ça tombe bien. Les avantages au Québec, ils sont de mieux en mieux saisis par rapport aux UHA. On a fait un état des lieux récemment auprès de 110 municipalités et il s'avère que 80% d'entre elles jugent souhaitable de permettre l'aménagement d'UHA sur le territoire. Et on parle même jusqu'à 31% d'entre elles qui ont déjà changé leur réglementation pour le permettre, tandis que 45% d'entre elles se tournent vers l'avenir en se disant, dans les 5 prochaines années, ça va être fait. Donc, on voit qu'il y a un grand nombre d'entre elles qui veulent passer de la parole aux actes. En termes de défis, c'est nombreux, techniques, architectural, voisinage. Il y en a 2 principaux défis qui sortent du lot. On parle de l'intégration réussie de l'UHA dans le milieu bâti. Donc, en d'autres mots, comment on fait pour avoir une acceptabilité sociale de ces projets-là. Deuxième défi, la réglementation pour qu'elle soit en même temps habilitante, mais en même temps encadrante. Donc, on va avoir des projets qui soient adéquats pour le milieu. En d'autres mots aussi, c'est d'une part faciliter la démarche pour les citoyens qui veulent construire des UHA. Ce sont les citoyens qui font ces projets-là et ce sont souvent des projets de vie. Donc, d'une part, faciliter la démarche et d'autre part, comment on fait pour que les UHA, effectivement, nous permettent d'atteindre nos objectifs de consolidation du territoire. Quand on pense à l'intégration dans le milieu, la première chose qu'on doit évoquer, c'est d'avoir une architecture qui est harmonieuse, donc qui s'intègre bien dans le quartier ou au bâtiment principal. Évidemment, d'avoir des UHA qui sont de taille réduite, donc qui restent accessoires au bâtiment principal. On parle aussi du respect de la vie privée, c'est fondamental. Souvent, les personnes qui vivent dans des quartiers de faible densité, c'est un des éléments les plus importants, qui est le plus cher à leurs yeux, d'avoir l'intimité dans le quartier. Donc, comment on s'assure que les UHA, à travers leur fenestration, leurs portes, l'utilisation de la végétation, conservent cet aspect d'intimité et de vie privée. Autrement aussi, les UHA ne doivent pas signifier une minéralisation dans les quartiers qui sont déjà verts. Donc, évidemment, on peut voir à Ottawa un exemple, ne pas couper d'arbres quand on construit une UHA, ou même de compenser les espaces qui auraient été perdus et qui étaient végétalisés, par exemple en ayant des toits verts, des murs végétalisés, ou même en végétalisant des surfaces qui étaient auparavant minéralisées. Et finalement, une des clés du succès des municipalités qu'on a pu observer qui avaient fait ces démarches-là, c'est évidemment de consulter les citoyens. D'une part, les citoyens ont des préoccupations, il faut les écouter, mais aussi des aspirations. Ce sont eux qui vont faire les projets d'UHA et ils ont souvent leurs notes dans le chapitre par rapport à la forme, l'implantation, la volumétrie qu'ils souhaitent voir apparaître dans leur quartier. En termes de principes réglementaires, ça va de soi. Les municipalités qu'on observe aux États-Unis, Canada et au Québec qui ont fait les démarches vont évidemment permettre un deuxième logement sur le lot, mais aussi permettre des tailles réduites. Donc, les UHA sont souvent des espaces qui vont être beaucoup plus petits qu'une maison conventionnelle, mais qui va tout à fait répondre aux besoins de la personne qui va y déménager. Deuxième élément, retirer les exigences d'occupation. Au Québec, on retrouve encore beaucoup de municipalités qui obligent un lien parental entre la personne qui habite l'UHA et la personne qui habite le bâtiment principal. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne représente plus du tout la myriade de liens qui peuvent unir les personnes sur un même terrain. Donc, oui, enfants, parents, petits-enfants, cousins, amis ou même étrangers, étudiants, personnes aînées, travailleurs autonomes. C'est la réalité d'aujourd'hui et on voit qu'en fait, ces exigences-là sont retirées. On parle aussi de suppression des stationnements. Donc, souvent, d'exiger un stationnement additionnel pour avoir une UHA bloque le projet littéralement. Donc, on voit que les municipalités ont juste enlevé ces minimums-là, d'autant plus que les UHA sont fondamentales dans cette fameuse stratégie de densification douce qui va permettre éventuellement d'avoir de meilleures dessertes en transport collectif dans les quartiers suburbains.
Les incitatifs, c'est très important. Ce qu'on remarque, c'est que les municipalités les plus proactives vont dire, pour les EHA, on veut encourager ça. Donc, les permis, c'est gratuit. Il y a même des municipalités qui vont aller jusqu'à donner des subventions, comme Edmonton, qui a, pendant une dizaine d'années, donné jusqu'à 20 000 $ pour quelqu'un, un ménage qui voudrait construire une EHA. Et finalement, il faut le mentionner, on en a parlé tout à l'heure, mais la simplicité du processus, la simplicité, la flexibilité des règlements. Il faut être encadrant, mais il faut être aussi flexible et simple pour que ça soit accessible aux citoyens et aussi pour réduire au minimum les incertitudes dans le processus réglementaire. Je me permets de rêver un peu avec vous. Donc, c'est fait pour ça aujourd'hui, le sommet. Imaginons qu'au Québec, on mette sur pied une firme d'architectes et d'urbanistes qui serait para-étatique, paramunicipale ou même une entreprise d'économie sociale, et que cette firme-là accompagnerait les ménages, les citoyens qui veulent faire des projets. Un accompagnement qui serait gratuit ou à très faible coût, qui serait pour la technique, l'architecture, la demande de permis ou même la demande pour les prêts hypothécaires. Et que les municipalités ou l'État pourraient rémunérer, sur preuve du permis de construction délivré ou une rémunération récurrente, cette firme-là. Quand on sait aujourd'hui les avantages, autant d'un point de vue de recettes fiscales que des avantages sociétaux, comme la densification, la diversification des types de logement et surtout la solidarité intergénérationnelle, on voit que ce schéma-là se tient bien. Et d'ailleurs, moi, je vous partage ce rêve-là, mais en fait, c'est quelque chose qui existe en Europe et qui a significativement accéléré la construction d'EHA sur le territoire. Là, on parle de plusieurs centaines dans des toutes petites villes, donc c'est possible de le faire au Québec. Pour conclure, les EHA, c'est une solution qui est principalement axée sur l'abordabilité volontaire, comme j'ai dit, sur l'entraide, sur les arrangements intergénérationnels. Et donc, j'aimerais ajouter que les EHA restent complémentaires à la construction de logements perpétuellement abordables, sociaux, communautaires, coopératifs et capitalisation partagée, qui reste, selon moi, la pierre d'assise de la stratégie pour combattre l'érosion de l'abordabilité résidentielle au Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samuel. Bravo, Samuel. Peut-être juste pour clarifier, ça va de où à où les UHA? Parce qu'on a vu quelques exemples. Donc, on a vu une extension de maisons, finalement. On a vu ces maisons de fond de cours comme à Portland, Oui. dans l'ouest nord-américain, qui est assez commun. Donc, la maison de fond de cours. Est-ce qu'un sous-sol ou est-ce que d'autres formes d'UHA qui sont aussi... Oui, absolument. On retrouve vraiment... nous, on a passé une bonne année à faire le tour d'Amérique du Nord. On a vu des EHA de toutes les couleurs. Puis, vraiment, il y en a effectivement que ça va être quelqu'un qui va prendre un garage, va le transformer en logement. Et il faut mentionner, habituellement, ces processus-là se font de manière informelle parce que ce n'est pas permis sur le territoire. Donc, posez-vous la question. En fait, nous, dans l'état des lieux qu'on a fait au Québec, il y avait une très grande partie des municipalités qui disaient effectivement, c'est interdit sur notre territoire, mais on a beaucoup d'UHA informels qui répondent à un besoin auquel on n'a pas été en mesure nous-mêmes de répondre. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des centaines de logements qui, quelqu'un va avoir acheté un B au Canadian Tire puis d'avoir acheté une petite adresse sur le côté. C'est pas formel, c'est pas non plus taxé, mais en même temps, on se voit mal aujourd'hui aller voir ces gens-là puis leur dire, bien, écoutez, il va falloir que votre mère déménage, il va falloir que le logement que vous louez à l'étudiant soit fermé. Donc, oui, en termes de forme, elles sont souvent informelles, mais extrêmement multiples. Ça peut être l'ajout d'un étage, pavillon de jardin, ça peut être justement demi-sous-sol, garage et compagnie. Oui. Ben voilà, et je vois un gros potentiel par rapport, vous parliez à la fin de solidarité intergénérationnelle, quelque chose comme ça. On le sait, on a une population vieillissante. De plus en plus, on voit un gouvernement qui investit aussi, le gouvernement provincial, dans les soins à domicile. On a beaucoup de gens qui ne veulent pas nécessairement, qui veulent rester à la maison ou du moins près de leur famille, dans leur milieu de vie. Ils ne veulent pas être déracinés pour aller dans un autre milieu de vie, un complexe d'habitation ou autre. Je vois un énorme potentiel, entre autres, pour justement des familles ou des personnes aînées pour rester très près de leur famille sur le même terrain, finalement. Oui, puis c'est très intéressant. Deux points par rapport à ça. Le premier, c'est les lignes directrices, effectivement, du gouvernement, c'est de maintenir les personnes âgées dans leur milieu. Donc, c'est leur repère cognitif, leur repère social. On ne veut pas déstructurer ce lien-là. Et d'autre part, il y avait l'effet domino qui a été mentionné aujourd'hui. Quand une personne aînée vit dans un bungalow qui n'est pas adapté et qu'elle veut absolument rester dans son quartier, elle va le faire jusqu'à ce qu'il y ait peut-être un incident ou qu'il y ait une décision, bon, il faut que je m'en aille. Mais pendant ce temps-là, le bungalow est occupé par une seule personne, peut-être un couple, mais un bungalow qui pourrait être pour une famille. Donc, il n'y a pas cet effet domino-là. Et finalement, un logement qui n'est pas vraiment adapté à cette personne-là. On est souvent à 2 ou 3 marches dans un bungalow d'être accessible universellement.
Donc, vous le disiez aussi, les prix de location de ce genre d'unité, sont pas, à moins que ce soit de la famille et tout ça, ne sont pas nécessairement moins dispendieux que le marché en général. Par contre, là où je vois aussi peut-être un avantage, j'ai déjà fait un reportage justement dans l'Ouest canadien avec des maisons de fond de cour et ce que les propriétaires de la maison m'avaient indiqué, c'est que si ce n'était pas de ce revenu qu'il y avait dans la cour, on n'aurait jamais été capable d'accéder à la maison en avant. Et donc, c'est un peu un donnant-donnant. On donne une nouvelle unité disponible pour étudiants ou autres, et en même temps, ça permet à des familles d'avoir accès à la propriété grâce à ce revenu en arrière-là. Donc, il y a une forme aussi pour maximiser les terrains déjà développés et pour peut-être même accéder à donner un accès à une propriété à une jeune famille qui, sans ça, n'aurait peut-être pas les moyens d'accéder à la maison. Oui, absolument. Puis j'ai l'impression que c'est un peu notre modèle d'aujourd'hui du duplex. Quand mes grands-parents me parlaient à leur époque de la construction de duplex à Huntsic, quand c'était des champs, ils me disaient, nous, c'était notre modèle d'accessibilité, c'est d'avoir un logement, puis on se construisait au-dessus, le deuxième étage. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la variante d'aujourd'hui. Il y a un potentiel de développement intéressant et en termes de zonage aussi, bon, vous le disiez, il y a des défis d'acceptabilité sociale et autres, mais de façon générale, je serais curieux de vous entendre. On a parlé un peu de zonage tantôt et il y a cette idée de zonage dynamique aussi qui fait de plus en plus son petit bout de chemin, c'est-à-dire qu'on a des secteurs qu'on veut développer, qu'on veut densifier, on met des cibles et lorsque on arrive à un certain seuil c'est-à-dire d'occupation de territoire. Donc, on arrive à un taux d'inoccupation qui est très, 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 très faible. Le zonage augmente automatiquement. Donc, ce qu'on appelle du zonage dynamique. Je serais curieux de vous entendre. Est-ce que c'est une option qui pourrait être intéressante pour le territoire, par exemple, du Grand Montréal ou d'autres régions du Québec? On le voit au niveau local, mais rien n'empêche qu'on puisse moduler les seuils de densité avec l'effet disons, upzoning, c'est ça que tu parles. Effectivement, ça peut se regarder à l'échelle métropolitaine. Évidemment, il faut que ça soit modulé. Mais autant, je fais du pouce sur ce qu'il vient de dire sur les UHA, ça pourrait aussi faire partie d'une norme métropolitaine avec les caractéristiques du milieu. Et en plus, on pourrait avoir une densité d'emploi, comme on a à Ottawa, par exemple. Alors, vous avez la densité logement, la densité emploi. On commence à créer des milieux de vie où tu as le travail, le résidentiel, des activités de loisirs et modulé en conséquence. Donc oui, c'est possible à notre échelle de le faire. M. Fournier? J'ai de la misère à commenter sur le zonage dynamique. Par contre, sur la formule, comme je le disais tantôt, je considère qu'il faut y avoir une diversité de formules si on veut réussir. Et c'en est une. Mais tout le monde le dit, ce n'est pas non plus une panacée. Il n'y a aucune formule qui en est une. Lorsque je reviens, par exemple, sur celle de la requalification des centres d'achat, là, il y a un potentiel de densification grand, avec un potentiel de transport collectif peut-être pas trop loin, mais en tout cas avec pas mal plus de monde qui vont permettre de le faire, et une masse critique pour avoir des services. Donc, pour avoir une vie de proximité sans déplacement d'auto. L'utilisation de cette formule-là, c'est une utilisation selon le modèle d'avant, c'est-à-dire le modèle d'un territoire zoné dortoir. Et là, c'est un peu peut-être plus d'auto dans l'entrée. On n'est pas tellement en train de définir le modèle climatique. Je ne dis pas que c'est mauvais, là. Je dis que c'est une des solutions, mais je ne crois pas que c'est la solution principale. Vous avez parlé du bas dans ma... Oui, vous allez dire? Je comprends. Allez-y. Je comprends ce que dit Jean-Marc, mais c'est là qu'il faut travailler avec l'offre de transport collectif. Ce n'est pas nécessairement des modes lourds, c'est peut-être un autobus. On peut prendre un autobus et aller au mode lourd. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Et comme tu le disais, cela contribue à ce qu'il y ait justement un service d'autobus qui n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu de densité. Tout à fait. Vous avez parlé du pas dans ma cour tantôt, et le pas dans ma cour peut prendre différentes formes. Des fois, c'est on ne veut pas de logements sociaux, des fois, on ne veut pas d'auteur, on ne veut pas de densité, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. On a vu dans des débats dans l'actualité récemment. Ça m'amène à la question suivante. Comment, puis en fait, on l'a dit tantôt aussi, la maison où le jumelé est encore très, très, très populaire, la maison unifamiliale. Comment rendre la densification sexy? Comment réussir finalement à ce qu'au-delà de dire on va construire, puis c'est obligatoire, puis on doit le faire, puis voici ce que vous avez comme offre, je pense qu'il y a un défi, j'ai l'impression, de rendre la densification sexy et le fun. Et l'exemple, en fait, ce qu'on a vu à Vienne, entre autres, c'est des modèles d'habitation exceptionnels. Je vous lance la question. Bien, vous avez tout à fait raison. Puis moi, je ne veux vraiment pas créer d'antagonisme entre ceux qui sont dans le modèle
d'encore aujourd'hui, le modèle d'avant et Bien sûr. le modèle de demain, parce qu'on a tous le droit à nos modes de vie, sauf qu'on sait qu'ils doivent un peu changer. Alors, il faut l'aborder peut-être avec délicatesse, mais il y a une pédagogie à mener. Je donne un exemple. On parle de ça. Alors, prenons le cas de l'HNS. Je lisais le texte de Mme Corriveau dans Le Devoir là, hier, je crois. Alors, il y avait un PPU qui a été bâti avec beaucoup de consultations. Tout le monde a mis un peu d'eau dans son vin, puis on est arrivé avec, je donne l'exemple, là, 15 étages. Et là, on s'en va à l'office, puis là, ça descend à 8. Et là, je me dis, si les villes ont une volonté réelle de densifier, ils vont faire soit des déclarations, soit de la réglementation, des énoncés de politique, qui va faire en sorte que lorsque l'Office de consultation va donner son avis, elle va se dire, c'est où mes paramètres? Et déjà, en adoptant ce type de déclaration, ce positionnement en faveur d'une densité, peut-être que l'OCPM ne serait pas en train de dire, bien là, je vais aller vers le plus bas, parce qu'évidemment, les gens aiment moins ça. Parce qu'on n'est pas rendu là, mais on va s'y rendre un jour. Donc, une pédagogie à faire dans ce sens-là. Et à la question, est-ce que c'est possible d'avoir des modèles qui rendent ça agréable? Vous avez eu des diapos tantôt. Bien sûr que c'est possible. Bien sûr. Et un peu d'auteur, M. Doré n'a peut-être pas ça, mais il était dans les journaux où il disait, si je donnais un peu plus d'auteur ici, j'aurais un parc ici. Le parc serait utile à tout le monde, mais oui, il y en a quelques-uns qui perdaient une vue. Bien là, les quelques-uns ont gagné, puis le parc, on l'a perdu, puis tout le monde perd. Samuel? J'aimerais ça faire l'exercice avec vous. Replongez-vous il y a 10 ans. Vous vous souvenez quand le PMAD est sorti, la majorité des élus étaient un peu en mode crise cardiaque. Comme la densité. En tout cas, moi, j'étais au bac quand c'est sorti, on en parlait beaucoup. Oui. Puis aujourd'hui, je pense qu'à travers le processus de sensibilisation aux enjeux, de consultation, je pense que la majorité des élus sont très conscients de l'avantage. Je pense que la prochaine étape pour rendre ça sexy, c'est peut-être de faire le même processus auprès des citoyens. Parce que déjà, beaucoup de citoyens sont sensibilisés, mais après ça, il faut aller un peu plus loin. Massimo, je vous laisse 15 secondes. Oui. Moi, je pense qu'on est dans un moment où on a besoin d'une solidarité collective. Ouais. Si on veut faire face à la crise d'habitation, on n'arrête pas d'en parler, mais il faut parler au monde, communiquer ce message-là. Puis la densification à l'échelle humaine, ça se fait. Il faut mieux communiquer, je pense. C'est ça qu'il faut se donner comme obligation. Mais je pense que les citoyens vont y trouver leur compte. En tout cas, moi, je n'achèterais une. Là. Des familles italiennes, on aime ça bien du monde. Peut-être on en fera 2. Ah ben voilà! On a déjà un convaincu ici! Samuel, merci beaucoup. Merci. Samuel Descoteaux-Fréchette de l'ARPA, Jean-Marc Fournier de l'IDU et Massimo Iezzoni de la CMM. Merci beaucoup de toutes vos idées et de vos réflexions. Je pense qu'on a pris beaucoup de notes. Merci beaucoup. Merci à vous.